En mars, les rapports de l'ambassadeur belge Johan Suynen sont alarmants. Des listes de personnalités à assassiner circulent. Parfois j'étais dans mon lit à compter les coups de grenade et les coups de fusil qui fusaient de partout. Il y avait tout le temps des attentats. D'ailleurs, vous êtes en mars à Mulundy, oui, avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Bobo, oui, et vous voyez Kagame. Oui, c'est-à-dire que M. Bobo a tenu un discours spécialement pour que la FPR se tienne calme. Et après le discours de M. Bobo, le général Kagame a pris la parole et son discours a été très court et en résumé, il a dit « Il faut que les massacres arrêtent. Si vous ne le faites pas, je le ferai. » Dans la deuxième quinzaine de mars, c'est la relève. Les paradistes sont remplacés par les commandos du 2e Kodo de Flawin, dirigé par le colonel Dewey, dont c'est la première mission en Afrique. La plupart de ces commandos ont fait la Somalie. Très vite, ils écrivent et rassurent leurs familles. Pour le lieutenant Lotin, c'est presque le paradis. Il m'a rassuré en disant tu ne dois pas t'en faire. Il parlait de partir en voyage dans le cadre de sa mission. Donc il m'a carrément dit j'ai envie d'aller faire l'ascension du Kilimandjaro. Donc pour lui, je veux dire à partir du moment où on est en mission militaire dans un pays et qu'on décide de faire un voyage dans cette région-là, c'est que finalement à leurs yeux à eux, c'est que la situation ne devait pas être si catastrophique que ça et si alarmiste que ça. De son côté, le Premier ministre pressenti par les accords d'Arusha reçoit des informations alarmantes d'un certain Jean-Pierre qui parle de génocide. Un ami, membre du parti MDR, est venu me dire, écoutez, il y a un monsieur qui veut nous faire des révélations sur la cache d'armes. Les armes qui seraient éventuellement utilisées pour combattre l'opposition et empêcher la mise en application de l'accord de paix. Vous voyez le raisonnement. Alors, moi j'ai averti M. Dallaire et M. Boubou. C'est-à-dire qu'on avait eu par Jean-Pierre l'information que les extrémistes voulaient tuer, et ironiquement ou non, 10 soldats belges, et par ce fait, les Belges se replieraient, et si les Belges se repliaient, donc toute la mission allait se replier parce que les Belges étaient tout de même le cœur de la France, et à ce moment-là, ils auraient pu lancer leurs opérations. C'est le 6 avril que tout va basculer. Le président Habyarimana revient de Tanzanie où, sous la pression, il a garanti d'ouvrir dès le lendemain le gouvernement au FPR. Le ministre de la Défense a la profonde douleur d'annoncer au peuple rwandais le décès inopiné du chef de l'État, son Excellence le général-major Habyarimana Juvenal, survenu ce 6 avril 1994 vers 20h30 à Kanombe, l'appareil qui le ramenait de Dar es Salaam ayant été descendu par des éléments non identifiés et dans des circonstances non encore élucidées. Les débris s'abattent dans les jardins de la présidence, près de l'aéroport de Kigali. Il n'y a pas de survivants. À bord se trouvait aussi le président Hutu du Burundi et le chef d'état-major, le patron de l'armée rwandaise. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et très vite, une rumeur circule selon laquelle ce sont des casques bleus belges qui ont abattu l'avion. Radio Mille Collines diffuse cette rumeur. En ville, la situation devient explosive. La MINUAR est mise en alerte rouge. Le colonel Bagosora, chef de cabinet du ministre rwandais de la Défense, convoque une réunion de crise. Le général Dallaire et le colonel Marshall y participent. Au sortir de la réunion, ce dernier reste optimiste. Je crois que nous étions certainement, je ne vais pas dire optimistes, mais le sentiment qui prévalait certainement, c'était que la crise pouvait être gérée. Et les engagements exprimés par les autorités rwandaises étaient suffisamment clairs à cet égard, puisqu'elles-mêmes étaient perturbées
de par la disparition du chef de l'État et du chef d'état-major de l'armée, et souhaitait ardemment que la MINUA puisse jouer un rôle dans la stabilisation de la situation. Malgré l'opposition du colonel Bagosora, il est décidé de protéger le Premier ministre, Madame Agathe Uwilingimana, une Hutu modérée. Quelques jours plus tôt, elle avait tenu ses propos prémonitoires. Si vous avez peur de mourir, ne devenez pas politicien dans des conditions telles que nous les vivons maintenant. Les casques bleus belges doivent amener la Premier ministre à la radio pour qu'elle lance un appel au calme. Le colonel Dewey charge le lieutenant Lotin de cette mission. Mais la route est périlleuse. Le colonel Dewey doute de la faisabilité de la mission et le dit à Marshall. Il y a déjà des barrages partout et étant donné que nous ne voulons pas passer les barrages par la force, puisque nous sommes quand même dans une mission de paix, donc il faut toujours négocier, je lui fais part du fait que si je n'ai pas, avec cette mission-là, des gendarmes rwandais ainsi que des gens, un officier de liaison des forces armées rwandaises, que mes gens seront stoppés au barrage. Et donc c'est la faisabilité de la mission qui m'interroge. Dewey décide tout de même de doubler l'escorte normale, mais le lieutenant Lotin s'inquiète. Écho, bravo, il y a des barrages sur les routes. Que dois-je faire, over? Le groupe met plusieurs heures avant d'arriver à la résidence de Madame Agathe. Il est pris sous le feu d'une automitrailleuse. 2 jeeps touchés sont abandonnés devant la résidence. Les 2 autres entrent dans la propriété. Agathe est une femme courageuse, mais cette fois, c'en est trop. Elle a peur. On tire, on est terrorisé, on est à l'intérieur des maisons, on est couché par terre. Est-ce que vous pouvez voir quelque chose depuis chez vous? Non, on ne sort pas de la maison. Depuis maintenant, il fait clair, mais on ne sort pas encore, on ne peut pas sortir. Agathe fuit avec son mari et ses enfants. Elle se réfugie chez un voisin. Retrouvée plus tard par les soldats rwandais, ramenée chez elle, elle est tuée en même temps que son mari. Les enfants seront épargnés. Il est presque 9 h maintenant, nos casques bleus n'ont plus rien à faire ici, Madame Agathe n'y est plus. Alors, sortir comment? Ils n'ont plus que 2 jeeps, c'est plein de barrages, c'est plein d'autoblindés. Un major rwandais vient leur proposer de les désarmer et de les conduire sous la protection, quelque part, de la MINUA, de l'ONU. Lotin en avise son chef, le lieutenant-colonel Dewey. Tu peux négocier, dit Dewey, mais pas question de désarmer. 3 minutes plus tard, il y a déjà 3 hommes qui sont sur place, qui sont dans la rue, désarmés, et donc tout le peloton finit par se rendre et part en combi vers le camp Kigali, emmené par ce fameux major que nous avons retrouvé quelque part beaucoup plus au sud de l'Afrique. 2 d'entre eux sont venus en courant, en signe d'autostop. C'était 2 militaires de la MINUA. Les autres venaient derrière. Et puis, on fait essayer de stopper. Le chauffeur a ralenti puisqu'il devait aussi tourner pour monter. L'épisode de l'autostop est balayé par le lieutenant Tenissen et le caporal-chef Pirard, tous 2 présents à Kigali au moment du drame. Lorsque le major Ntouyaga, qui est le major des forces armées rwandaises de la guerre présidentielle, qui a capturé le lieutenant Lotin, prétend que lui est passé là par hasard avec son combi, hein, et que les gens de Lotin étaient là en faisant du stop, c'est tout à fait stupide, étant donné qu'ils avaient leur propre véhicule, 2 véhicules qui étaient en état de rouler, et la Mercedes d'Agathe était devant sa porte, avec les clés sur le tableau de bord. On est allé le soir du 7. Oui, donc il n'avait pas besoin. D'ailleurs, pourquoi aurait-il été se promener à pied alors qu'on leur tirait dessus depuis 2 heures? Donc c'est des propos tout à fait aberrants. Nos 10 commandos sont donc prisonniers en même temps que 5 casques bleus ghanéens qui gardaient la résidence de Madame Agathe. Le major Touyaga leur a promis de les amener dans un cantonnement de la MINUA. Au lieu de cela, il les conduit désarmés au camp militaire de Kigali, à quelques centaines de mètres de là. Thierry Lotin rencontre un observateur togolais de l'ONU, le capitaine Apedo. Il est alors un peu plus de 9 heures. Dès leur arrivée, les prisonniers sont agressés par des militaires déchaînés. Les 5 Ghanéens confirment dans leur déposition à la justice belge qu'ils ont été faits prisonniers par le major rwandais. Battus en même temps que 4 casques bleus belges à coups de barres de fer et de crosses de fusil,
Ils ont pu finalement se réfugier dans le bâtiment où se trouvaient déjà les autres soldats belges et le capitaine togolais. En 1996, nous avons retrouvé le capitaine Apedo chez lui, au Togo. Encore traumatisé, il refusait d'en parler. Interrogé plus tard par la justice belge, il sera plus loquace et il confirme. 1. Lotin lui a raconté qu'il avait été fait prisonnier par le major Ntouyaga sur promesse d'être conduit en sécurité. 2. Il a essayé, lui, de s'interposer. 3. Il a prêté son téléphone portable à Thierry Lotin. Et là, il vous appelle et il vous dit, on est occupé à tabasser les gars dehors et on va tous nous lyncher. Disons que j'ai été interpellé principalement par le terme tabasser. Et je pensais en effet que, disons qu'il passer un mauvais quart d'heure. C'est ça, c'est ce que je lui dis. Je pense qu'il recevait des coups de poing, des baffes ou des gifles ou je ne sais pas quoi. En fait, ces hommes à l'extérieur étaient déjà occupés à mourir. Hein. Oui, ça je l'ignorais complètement. Et disons que je ne sais pas si lui aussi le savait déjà ou en tout cas je n'ai pas compris ce que je regrette Mais bien bon, sûr. Vous ne pensez pas vraiment qu'ils sont en danger de mort? En danger de mort, non. Ce sera la dernière communication avec le groupe Lotin. Le général Dallaire et le capitaine Maguen ont su que des incidents étaient survenus au camp Kigali. Ils font un détour en allant à une réunion où ils doivent rencontrer le colonel Rwandais Bagosora. Ils font un détour et ils passent ici. Ils s'arrêtent devant le camp et d'où ils se trouvent, ils ne peuvent pas ne pas voir ce qui se passe. Le général Dallaire est présent en 2004 au tribunal international. Il vient témoigner contre le colonel Bagosora, principal inculpé du génocide. Il rappelle son passage devant la caserne. Ce que j'ai vu, c'était 2 corps qui étaient dans une uniforme belge. Je suppose que vous avez réagi. C'est-à-dire, j'ai dit, ce sont mes soldats qui sont là et arrête parce que je veux aller les voir. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit non, il dit la situation est grave là-bas et on continue jusqu'au ESM le plus rapidement possible. Dans la voiture de Dallaire, il y a un Belge, attaché à son quartier général, le major Maguen, qui lui prétend qu'il n'a rien vu. Il a décliné notre offre d'interview, mais nous avons retrouvé un autre officier, auquel en 1994, il avait fait des confidences. Il m'a dit qu'effectivement, il avait servi de chauffeur au général et qu'à proximité du camp, donc, ils avaient été arrêtés et que là, il avait vu donc des corps de militaires belges. Cet épisode du passage sans suite de Dallaire et Maguen révolte les familles. Le major Maguen, en tout cas pour nous, est quelqu'un que je qualifierais de lâche. Ce personnage, ce major est devant le camp Kigali avec le général canadien Roméo Dallaire, alors que les nôtres étaient en train de lutter pour leur vie et ils sont passés sans rien faire, sans leur venir en aide. Et ayant été sur place, en voyant les quelques mètres qui séparaient la route de l'endroit où ils se faisaient massacrer, on ne peut s'empêcher d'imaginer les autres les voyant également et pensant qu'ils vont enfin être aidés. Le massacre se poursuit. À 500 mètres de là, Dallaire et Maguen auront encore l'occasion d'intervenir. Ils quittent un moment la réunion des militaires rwandais pour écouter le témoignage des Ghanéens et du capitaine togolais. Ils ont été libérés et confirment qu'il y a déjà des morts, mais que les survivants se défendent encore. Mais pour Dallaire, le sort de l'ensemble de la mission est prioritaire. La priorité, c'était d'assurer que la mission ne tombe pas dans le gouffre, qu'on allait tous être mis à partie et de créer des situations où j'avais des soldats, des officiers non armés partout dans le pays, particulièrement derrière les lignes des extrémistes, et à ce moment-là, tout mettre ces gens-là à risque. Vers 13h, c'est la fin. Le dernier des survivants succombe. Il s'agit du sergent Yannick Leroy, qui était le seul à avoir gardé une arme, un pistolet. La certitude, ces nouvelles de la mort de mes 10 hommes est arrivée vers le milieu de l'après-midi, vers peut-être 3-4 heures. Au total, 4 longues heures se seront écoulées depuis l'arrivée du groupe Lotin au camp Kigali et la mort du dernier d'entre eux. On réalise la lente agonie de ces hommes
qui auront jusqu'au bout espéré voir arriver des secours. Dans la soirée, le général Dallaire se rendra à la morgue de l'hôpital, proche du camp Kigali, où il verra les corps. Il y avait cet amas absolument sans description de corps, au point qu'on ne pouvait même pas compter combien ce qui était, correctement. Vous n'avez pas à ce moment-là le réflexe de dire tiens, je vais aller à l'hôpital directement? Non, parce que évidemment c'était en effet un souci pour moi, mais à ce moment-là, et suite à l'intervention du général Dallaire, on a quand même dû procéder à une toilette des corps. Et bon, je signale aussi en passant que pendant ce temps-là, les opérations continuaient et que la situation n'était pas des plus claires, étant donné que le bataillon FPR avait quitté sa position et qu'on se battait en ville depuis 4 heures de l'après-midi. En fait, les chefs sont paralysés par les événements. La question est de savoir, dans ce contexte de guerre larvée, pouvait-on faire quelque chose pour sauver le groupe Lotin? Dewey en avait-il les moyens? Oui, il n'a pas constitué de réserve, il n'a pas de plan connu ni répété par ses hommes, donc il n'a aucune liberté de manœuvre. Il a commis, lui et son prédécesseur, la faute la plus grave pour un militaire, d'être paralysé. Lorsque le lieutenant Le Temps crie au secours d'une façon ou d'une autre, il n'a plus les moyens pour dire « ne bouge pas, nous arrivons, je t'envoie des renforts, je viens t'aider ». Il en est incapable. Si c'était à refaire avec ce que je savais et ce que j'avais compris à l'époque, je pense que j'aurais gardé la décision de ne pas intervenir par la force. Si maintenant, à l'époque, j'avais compris que mes gens étaient vraiment en danger de mort, qu'il y en avait déjà, selon ce que vous me dites. Si vous saviez à l'époque ce que vous saviez aujourd'hui... Là, je serais bien entendu intervenu, mais c'est à ce moment-là ouvrir une boîte de Pandore et je ne sais pas ce qui se serait passé. Si quand Machan m'aurait demandé formellement, ou s'il y aurait eu communication pour dire « je veux de l'autorisation pour lancer une contre-attaque », j'aurais formellement dit non. Il n'aurait pas pu réussir. Tous les casques bleus belges peuvent suivre sur la radio du bataillon les difficultés du groupe Lotin. Dès 7 heures du matin, le lieutenant Tenissen propose de voler au secours du groupe. Ces dires sont confirmés par le caporal Pierrard. J'appelle Serasix, le colonel. Est-ce que je ne devrais pas faire quelque chose? J'ai à ma disposition une vingtaine de soldats, entre 20 et 30. On est disposé à le faire, on a la possibilité de le faire par infiltration, en passant par les jardins. Et il faut savoir que l'emplacement où se trouvait Thierry d'Hôtel, la maison d'Agathe, se trouvait à moins de 1000 mètres à vol d'oiseau de l'endroit où on se trouvait. Donc c'était tout à fait matériellement possible. Mais en tout cas, le responsable physiquement présent à cet instant a répondu non, restez où vous êtes, on va penser à quelque chose, mais ne réagissez pas. Tenissen et ses hommes auraient-ils pu sauver Lotin? On ne le saura jamais. En tout cas, dans des circonstances analogues, d'autres paras s'en sont sortis en usant de leurs armes. En clair, il fallait montrer les dents, malgré les règles d'engagement paralysantes. Ainsi, au stade à Maoro, 27 hommes piégés par une foule hostile tentent de se réfugier dans le stade tenu par les casques bleus du Bangladesh. Les soldats du Bangladesh avaient placé 2 de leurs véhicules blindés de BTR-60 à l'extérieur du stade. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait entrer leurs 2 véhicules dans le stade. Ils ont ouvert les grilles, ils ont fait reculer leurs 2 véhicules dans le stade, ils ont refermé les grilles, nous ont laissé dehors.